Bon, je vous propose de débuter. Ok. Donc on va parler de la GDPR ou RGPD. C'est la même chose, c'est juste les terminologies en anglais et en français. Je vous propose déjà de commencer par une partie qu'est-ce que la GDPR. Ensuite, comment elle peut s'appliquer dans une entreprise. Et après, d'aborder les points techniques qui du coup vont s'y rapporter. Alors, présentation de la GDPR, donc la GDPR ou RGPD pour Régulation Générale sur la Protection des Données. C'est un nouveau règlement européen qui a été publié en 2016 et qui doit rentrer en application à partir de mai 2018. Quand on regarde les objectifs, on voit que ça se rapproche un petit peu de la CNIL. Et donc en fait l'objectif de ce nouveau règlement européen, c'est en fait d'harmoniser les règles entre les pays. Et donc notamment les objectifs vont être d'obliger les entreprises à mieux communiquer sur la collecte des données qu'elles font et l'usage qu'elles en ont. L'objectif aussi, ça va être d'améliorer la protection de ces données et qu'en cas de violation de ces données, les personnes qui sont inscrites soient bien prévenues que l'organisme qui collectait les données a subi une perte de ces données-là. L'objectif, c'est aussi de fournir des moyens à ces organismes pour pouvoir réaliser des contrôles et identifier de futurs incidents pour avoir une meilleure réactivité en cas de fuite d'informations. Et donc, comme je le disais, l'objectif, c'est d'harmoniser toutes ces réglementations entre les pays européens. Donc, si on regarde qui est concerné par ce nouveau texte, c'est des données qui sont définies comme étant des données à caractère personnel. Donc au niveau des conséquences pour les entreprises, il y a plusieurs conséquences suite à ce nouveau texte. Ça va être tout ce qui va être obligation de l'organisme de prévenir en cas de violation de ces données. Sachant qu'il y a un délai qui est imposé pour notifier ces personnes-là, qui est aujourd'hui de 72 heures. Et il y a également des amendes qui sont proposées et qui sont ou indexées sur le chiffre d'affaires ou forfaitaires. Voilà, qui peuvent aller, donc les valeurs qui sont avancées, donc c'est les peines maximales, bien évidemment, 4% du chiffre d'affaires global de l'entreprise, ou 20 millions d'euros. Donc aujourd'hui, les conséquences pour les entreprises, c'est qu'il y a un premier travail qui va être de vérifier est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise collecte des données, est-ce qu'aujourd'hui où sont stockées ces données, qui a accès à ces données, pour ensuite mettre les bons mécanismes pour venir protéger ces données. Donc au niveau des points principaux de cette réglementation, donc c'est tout d'abord au moment de la collecte des données, il faut un consentement clair et explicite des personnes sur le fait que vous allez collecter leurs données personnelles. Ensuite, s'applique un droit au transfert de ces données, donc c'est-à-dire que si demain une personne est par exemple cliente chez vous et qu'elle va devenir cliente d'une autre entreprise, l'entreprise initiale doit fournir un moyen pour que l'utilisateur puisse transférer ses données personnelles sur ce nouveau fournisseur de services. Donc là, on est plutôt dans les entreprises qui ont des relations en B2C et pas forcément en B2B, donc entreprise à entreprise. Voilà. Mais par contre, si jamais vos clients sont des clients finaux, dans ce cas-là, vous avez un devoir de leur fournir une solution pour réaliser un transfert de données. On a aussi un point qui concerne le droit à l'oubli, donc le fait de spécifier à l'utilisateur combien de temps vous allez garder ces traces, et lui peut demander explicitement que vous supprimiez toutes les informations que vous avez sur lui. Il y a le point que je mentionnais tout à l'heure sur le fait que il y a un droit pour l'utilisateur d'être informé en cas de piratage du
de votre système, donc en cas de fuite, de viol de données. Ensuite, donc voilà, toute la partie traitement de données doit être documentée et procédurée. Et enfin, alors ça, ce point-là n'est pas forcément vrai, on pourra revenir dessus tout à l'heure, mais en tout cas, dans votre entreprise, il doit y avoir un responsable du traitement des données personnelles, qui s'appelle, au niveau de la CNIL, qui s'appelle le CIL. Voilà. Donc ça peut être la même personne. Et donc cette personne qui est responsable du traitement des données est ce qu'on appelle le data officer. D'accord. Donc le data officer va avoir plusieurs rôles. Donc c'est une personne qui doit du coup être correctement informée de la GDPR et de ses contraintes. Donc le règlement parle de code de conduite et de certification. Alors sur l'aspect certification, c'est des choses qui ne sont pas encore en place, mais qui vont bientôt arriver. Donc pour nous permettre d'établir de quelle manière on respecte tous ces points. Donc c'est des certifications et labels qui sont en cours. Donc ce data officer, il est en charge de vérifier et valider que tous les sous-traitants respectent bien ces contraintes liées à la GDPR. Donc les fournisseurs, ça peut être les hébergeurs de vos données. Donc ça, c'est le data officer qui est en charge de vérifier les contrats avec les sous-traitants. Donc il doit éventuellement aussi s'assurer que le sous-traitant n'effectue aucun traitement de données, donc il ne collecte rien comme données qui appartiendraient à vos clients. Le data officer doit s'assurer que toutes les bonnes pratiques sont respectées au niveau du traitement des données en interne. Donc en général, on reviendra tout à l'heure, mais la partie traitement de données, elle est réalisée par le service marketing, par les RH, éventuellement par le service R&D. Donc c'est lui qui doit être un petit peu au milieu de tout ça. Il doit s'assurer que la politique qu'il a définie est bien en œuvre. Voilà, il doit faire respecter tous les droits qu'on a pu voir tout à l'heure, donc toute la partie droit à l'oubli, notification en cas d'incident dans les 72 heures. Voilà. C'est lui qui va avoir en charge tout ça, donc le data officer. Donc si on regarde dans une entreprise quels sont les services qui généralement vont collecter de la donnée personnelle, on retrouve le service marketing à travers des newsletters, à travers des mécanismes de personnalisation des services. On va retrouver le service RH, puisqu'ils vont potentiellement recevoir des CV, ils vont aussi avoir un outil de gestion de carrière de leurs employés, éventuellement la gestion de compétences et de suivi d'évolution. Donc le service RH a de la donnée personnelle. Et si dans votre entreprise il y a des services de R&D, potentiellement ils vont collecter de la donnée de visiteurs, de personnes de test, ils vont peut-être acheter des bases d'utilisateurs. Donc c'est des gens qui potentiellement vont avoir de la donnée. On verra après comment on intègre tout ça et comment on le gère. Donc comment on va faire pour prouver que tout ce qu'on a, comment on va faire pour prouver qu'on respecte bien cette nouvelle réglementation européenne. Donc comme je vous le disais, il y a des certifications et des labels qui sont en cours. Et ensuite, on va retrouver finalement tout ce qui existe avec la CNIL, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de spécifier tous vos cycles de traitement de données, où sont stockées vos données, qui y a accès, donc tout procéduré, tout documenté. Et ensuite, on verra qu'il faut aussi mettre en œuvre des mécanismes techniques pour garantir ça. Mais voilà, on est sur une grosse partie qui est plutôt du légal et du compliance, et à travers de la documentation et des règles sur des usages internes. Ensuite, voilà, donc comment on va le mettre en œuvre dans l'entreprise. Ce qu'on peut voir au niveau de cette réglementation européenne, c'est qu'en fait finalement il y a 3 strates qui sont à mettre en œuvre pour respecter tout ça. Une partie qui est sur l'aspect légal,
Donc comme je vous le disais, donc legal et compliance, donc c'est-à-dire que c'est essentiellement, on va désigner une personne en charge de gérer ces données personnelles, donc le DPO, et donc c'est lui qui va se charger de documenter, de définir le cadre et les règles internes concernant les bonnes conduites, les documentations des processus et évaluer l'évolution de cette conformité dans le temps. C'est lui qui va être le point de contact et le guichet unique pour gérer tout ça. Donc après, il y a un aspect effectivement technologique, parce qu'on va devoir prouver que on fait bien ce contrôle, donc avoir les bons équipements techniques pour garantir ça, pour garantir que normalement de la donnée confidentielle ne peut pas sortir, donc elle ne peut pas sortir de manière involontaire, donc c'est-à-dire j'envoie sans faire exprès un fichier qui contient des données personnelles, ou je me fais voler mon ordinateur portable qui contiendrait de la donnée confidentielle. Donc on va devoir mettre en œuvre des mécanismes pour dire en cas de contrôle on a mis tous les mécanismes en œuvre pour se protéger. Et il y a aussi un nouveau terme qui apparaît qui s'appelle le privacy by design ou security by design, qui va être de dire par défaut dans tous mes projets je tiens en compte la sécurité est un élément primordial et intégré à tous mes projets. Donc c'est-à-dire que dès qu'on va avoir un nouveau projet, sur une documentation, on devra toujours apparaître une partie concernant la gestion de ces données personnelles. Donc pour le DPO, aujourd'hui, il va être du coup obligatoire dans les entreprises, donc dans les administrations publiques, ça va être obligatoire, et dans les entreprises dans lesquelles on met en œuvre un système qui surveille les personnes, ou dans les entreprises traitant de la donnée sensible. Donc en gros, toutes les entreprises. Et donc ce DPO, on peut le voir un peu comme successeur du CIL, qui était le correspondant informatique et liberté dans les entreprises. Donc là, GDPR ne signifie pas la disparition de la CNIL, parce qu'en fait, si on regarde les textes de la GDPR, on a effectivement ce règlement européen, et après il est amendé dans chaque pays, et donc en fait, en fonction des articles de cette réglementation, il y a des spécificités complémentaires qui vont être amenées, notamment si on prend la France sur les articles 40 et 43 par exemple, il y a des éléments supplémentaires qui sont propres à la France et qui font référence à la CNIL. Donc sur les aspects techniques, avec la GDPR, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Donc on a des chantiers concernant identifier tout ce qui est traitement de données. Donc va falloir mettre un mécanisme en œuvre pour essayer de lever et d'identifier dans notre entreprise quelles sont les bases qui contiennent de la donnée personnelle. Donc par exemple, faire une recherche sur le réseau pour retrouver tout ce qui peut contenir un numéro de sécurité sociale, tout ce qui pourrait ressembler à une date de naissance et à un nom-prénom, tout ce qui pourrait ressembler à un nom utilisateur, à une adresse IP. Donc c'est déjà d'avoir des solutions techniques pour venir identifier ces données-là. Tout ce qui va être mécanismes qui permettent de chiffrer les données. Aujourd'hui j'ai des échanges de données nominatives qui se font entre des serveurs, entre des utilisateurs. Il va falloir que je trouve une solution technique pour permettre de garantir que ces échanges, en cas de perte d'un poste, en cas d'interception d'un flux, on ne peut pas reconstituer et récupérer ces données sensibles. Traçabilité des accès, donc de garantir et de pouvoir démontrer que l'accès à ces données nominatives est restreinte à certains utilisateurs et qu'on est capable de remonter tous les accès qui ont été déroulés par ces utilisateurs habilités. On doit aussi être capable de sécuriser le stockage, donc ça veut dire garantir qu'en cas de perte d'un poste, les données sont irrécupérables, inviolables.
détection de fuite de données, c'est de montrer qu'on a bien mis en œuvre un mécanisme qui, en cas d'envoi involontaire de données nominatives, on a bien un équipement qui va être capable de les bloquer et de nous alerter. Donc comme je l'ai dit, pour le moment, la Commission européenne souhaite juste qu'on apporte des éléments de preuve, comme quoi on fait bien notre maximum pour protéger les données à caractère personnel. Donc ça sous-entend, comme je disais, de la documentation, donc de référencer tous les processus passés avec différents services chez vous. La partie, le service qui va être en charge du marketing, la personne qui va être en charge de discuter avec les RH, la personne qui va être en charge de discuter avec la R&D, et c'est une personne qui va être du coup impliquée dans l'ensemble des process, puisqu'elle va être responsable de toute cette partie traitement de données. Donc généralement, voilà, on va mener un DPO, on fait une analyse de l'existant pour évaluer aujourd'hui quels sont les risques par rapport au traitement des données qu'on réalise et par rapport à cette nouvelle réglementation, quels sont les points sensibles qu'il faut traiter. Et ensuite, en fonction de l'évaluation de ces risques, définir le niveau de maturité de notre entreprise pour définir les actions prioritaires à dérouler sur votre SI pour être en conformité. Donc si on fait un zoom sur les thèmes techniques qui vont être à traiter. Donc là, on a déjà dit plusieurs fois depuis le début, mais on va voir la partie chiffrement des échanges, la partie segmentation du réseau, on verra tout à l'heure pourquoi, la partie contrôle de la fuite d'informations, tracer, donc là c'est tracer à la fois les accès, mais tracer les utilisateurs qui ont accès à ces données, d'accord, et tracer ce qui se passe sur le SI pour qu'en cas d'incident de sécurité, on soit capable de remonter un maximum d'informations sur ce qui s'est passé. Et il y a aussi un volet de sensibilisation au niveau de la GDPR, donc sensibilisation des personnes qui sont amenées à manipuler ces données nominatives. Donc la partie chiffrement de données, donc en fait ce qu'on souhaite c'est garantir qu'une donnée ne soit pas volée, d'accord. Donc en général ce qu'on va faire sur cette partie chiffrement des données, c'est qu'on va définir un périmètre qui aujourd'hui manipule de la donnée. Donc l'objectif c'est pas de chiffrer l'ensemble des postes de votre entreprise. Ça, à la limite, c'est quand vous ferez votre évaluation pour avoir votre maturité, là, vous pourrez éventuellement définir que vous souhaitez chiffrer l'ensemble de vos postes. Mais aujourd'hui, c'est plutôt de dire quels sont les serveurs et les postes qui manipulent ces données nominatives et de dire on va plutôt on va chiffrer les données uniquement de ces postes. Donc ensuite, on va définir une politique de chiffrement. Est-ce qu'on va chiffrer l'ensemble de la machine? Est-ce qu'on va chiffrer que certains répertoires, certains médias? Est-ce que mon processus de traitement de données, c'est juste de l'envoi de mail, de la réception de mail? Donc peut-être que je vais chiffrer uniquement mes mails et un répertoire. Peut-être que je vais chiffrer l'ensemble de mes mails. Donc définir un périmètre. Pourquoi on définit des serveurs et un périmètre au niveau des postes? C'est tout simplement pour dimensionner l'aspect, la complexité du projet. Si jamais on chiffre l'ensemble des postes de l'entreprise ou que 3 postes, les coûts associés ne vont pas être les mêmes et l'impact sur le SI ne va pas être le même. Et ensuite, donc, on va déployer la solution de chiffrement. Donc là, je vous ai mis l'article de la GDPR qui mentionne cette exigence sur la partie chiffrement. Et après, je vous ai mis quelques solutions technologiques qui pouvaient permettre de répondre à cette exigence. Donc des solutions type McAfee ou Storm Shield ou voire même BitLocker permettent de respecter cette exigence-là. Ensuite, on va devoir faire de la segmentation. Aujourd'hui, vous avez effectivement des processus qui vont traiter de la donnée personnelle. L'idée, en général, comme sur la partie norme bancaire, ça va être de cloisonner ces équipements dans une zone bien définie pour éviter d'intégrer l'ensemble de votre périmètre SI dans ces exigences de la GDPR. D'accord. Donc l'idée, c'est par exemple de dire j'ai 2 serveurs qui traitent de la donnée de ce type-là, je vais les mettre dans une zone. Comme ça, toute ma partie politique de traçabilité, d'accès aux données, toute ma politique de chiffrement, je la limite que à cette zone-là, à ce segment réseau-là. D'accord. Donc là, je suppose que vous avez tous des pare-feux. Donc ça peut être accès avec des pare-feux Certinic, donc le pare-feu de Certillance, avec d'autres solutions du marché.
Voilà. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est je fais de la segmentation pour isoler mes machines, ce qui me permet aussi de définir une politique de filtrage, d'avoir un endroit qui trace tous mes accès à cette zone qui contient de la donnée nominative. Et donc, en cas de contrôle, je serai capable de ressortir tous les logs d'accès. Donc on a, comme on l'a vu tout à l'heure, la partie contrôle contre la fuite d'informations. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle DLP. Donc l'objectif de contrôler la fuite d'informations, c'est d'identifier une erreur de l'utilisateur, d'identifier des usages à risque qui sont faits dans votre entreprise. Typiquement, historiquement, on s'envoyait le listing par mail en clair. Le fait de mettre un mécanisme de contrôle de fuite de données va faire que si jamais le listing passe en clair par erreur, on va quand même le bloquer. D'accord. Et donc forcer l'utilisateur à chiffrer le contenu. On est aussi dans le cadre de la détection d'un utilisateur malveillant qui essaierait de sortir de la donnée. Par contre, quelle que soit la solution de DLP, on part du principe que c'est un utilisateur malveillant qui a des compétences limitées en informatique. Évidemment, si jamais le fichier qui est envoyé, il est envoyé de manière chiffrée, avec des clés chiffrées avec une clé publique, et que seul l'utilisateur ayant la clé privée peut lire la clé, bien évidemment, la solution de DLP ne sera pas capable de voir que dedans il y a des numéros, de données personnelles. Donc en général, c'est des solutions qui permettent de garantir qu'un utilisateur malveillant avec des compétences limitées en informatique ne sortira pas des données. Et donc du coup, au niveau de ces solutions-là, on va définir des mots-clés en fonction des solutions technologiques. On va déjà avoir une liste de patterns, typiquement un numéro de sécurité sociale, un numéro de carte bleue, un IBAN qui peuvent déjà être pré-renseignés, mais on va aussi pouvoir mettre nos propres mots-clés. Et on pourra définir une action si jamais ces mots-clés sont vus dans ce flux ou dans ce fichier-là. L'action, ça peut être juste d'alerter, ça peut être de bloquer, ça peut être de bloquer que ce flux, de bloquer l'utilisateur de manière définitive. Voilà, il y a différents mécanismes qui peuvent être mis en œuvre. Et l'objectif, c'est bien de détecter une fuite d'informations au niveau du système d'information. Donc on l'a vu, besoin de traçabilité. Donc à la fois de tracer où sont stockées les données personnelles, de tracer l'accès à ces données personnelles. Donc ça peut être de tracer que tel utilisateur vient d'accéder à des serveurs qui contenaient des données personnelles. Ça peut être aussi un besoin de venir enregistrer toutes les manipulations qui sont faites sur des données personnelles, qui pourra vous permettre de montrer que vous êtes conforme et que vous avez bien mis en œuvre un mécanisme qui trace toutes les manipulations pour garantir que s'il y a eu une fuite de données, en tout cas elle n'a pas été réalisée par vous, c'est pas vous qui êtes à l'origine de la fuite de données, puisque vous avez activé des mécanismes de trace au niveau des accès, mais vous avez aussi enregistré tout ce que les utilisateurs étaient en train de faire. Donc Certillance intègre plusieurs solutions de ce type-là, donc des mécanismes qui permettent de tracer, de journaliser les accès, des mécanismes qui permettent d'enregistrer, de filmer tout ce qui est bureau à distance ou même terminal SSH. Et on a des solutions qui permettent de venir concentrer toutes les traces qui sont générées par tous les équipements qui sont dans ce périmètre qui manipule de la donnée personnelle. Le dernier volet, qui est la partie sensibilisation des utilisateurs. Donc il y a un article, l'article 39, dit que les utilisateurs doivent être formés de manière régulière et sensibilisés sur ce risque-là. Donc l'objectif, c'est de limiter le comportement à risque de certains utilisateurs qui manipulent de la donnée. Donc les étapes à dérouler, généralement, ça va être de donner des bonnes pratiques, de vérifier régulièrement le comportement de vos utilisateurs et de pouvoir montrer que vous avez bien sensibilisé vos utilisateurs de manière régulière. Donc là, pareil, c'est des choses qui peuvent être déroulées que sur les personnes qui manipulent de la donnée à caractère personnel ou à l'ensemble de l'entreprise. Et donc pour ça, Certillance a un produit qui s'appelle CertiAware qui remplit entièrement, qui couvre entièrement ce pan-là de la GDPR.
Donc voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté. N'hésitez pas. Alors je propose de les poser par chat. Et puis comme ça, on va pouvoir échanger. Je répondrai aux questions de manière globale pour que tout le monde puisse en profiter. J'ai eu une question concernant effectivement le DPO, si c'était pour les sociétés de plus de 250 personnes. Alors effectivement, dans certaines synthèses, on retrouve que c'est pour les entreprises de plus de 250 personnes. En fait, quand on regarde plus précisément le texte, j'ai pas retrouvé cette mention à cette limite en termes de nombre de personnes. Donc ça là-dessus, je ne peux pas vous éclairer réellement. Par contre, nous sur les accompagnements qu'on déroule, de la même manière qu'on a en général un référent sécurité dans l'entreprise, quelle que soit sa taille, je pense que c'est préférable effectivement d'avoir une personne qui a en charge la responsabilité du traitement de ces données, qui n'est pas forcément une personne qui réalise du coup ça à temps plein, mais qui est au moins la référente et qui est inclus dans l'ensemble des projets. Alors j'ai eu une question concernant la partie échange de données entre la France et à destination de plusieurs pays. Donc en fait ça dépend de où est fait le traitement de vos données. Je ne sais pas si ça vous pouvez le préciser. Mais aujourd'hui, voilà, cette GDPR s'applique dès que le traitement de données se fait en Europe. Donc c'est-à-dire que potentiellement, même si vous n'êtes pas une entreprise française, si le traitement de la donnée se fait en Europe, vous êtes soumis à cette réglementation. Ok, donc sur du e-commerce, pour moi, c'est effectivement ça s'applique pleinement. Alors après, je sais pas. Donc là, c'est une personne qui me pose la question. A priori, sur du e-commerce, si il y a des échanges de France, serveur VH, oui, bah, la GDPR va effectivement s'appliquer, puisque vous allez collecter de la donnée. Et en plus l'hébergement est en France. Après, c'est pas forcément, ça peut paraître assez lourd ce qui est présenté, mais aujourd'hui, je pense que par rapport à des briques que vous utilisez, techniquement, il n'y a pas forcément grand-chose à modifier pour être en conformité. Et ensuite, c'est surtout de la partie rédactionnelle et prouver que vous avez bien mis en œuvre tous les mécanismes, que vous êtes capable de réagir en 72 heures si jamais vous avez un incident. Et après, on est plutôt sur des bonnes pratiques. Et en plus, si on regarde toutes les autres standards, les autres qualifications qui peuvent exister, en général, ça vous fait vraiment progresser et ça augmente vraiment votre niveau de sécurité au niveau de votre SI. Donc effectivement, vous allez démarrer tout ce processus-là pour la GDPR. Par contre, ça va vous permettre d'augmenter le niveau de sécurité. Par exemple, on parlait de la partie segmentation. Aujourd'hui, si par exemple c'est des choses qui ne sont pas en œuvre, le fait d'en faire, ça va permettre de réduire votre risque en termes d'intrusion. Si aujourd'hui, par exemple, vous ne tracez rien, le fait d'en faire pour la GDPR fait que vous allez aussi en faire pour voir toutes les attaques qui sont peut-être dirigées régulièrement vers votre SI. Ça va vous permettre d'aborder des sujets que vous ne démarrez pas forcément et qui pourraient vraiment vous être utiles. Alors, on me pose la question pour savoir si au niveau des administrations, il y aura un délai supplémentaire. Alors ça, je vous avoue que je n'ai pas l'information. Par contre, aujourd'hui, dans votre exemple, vous parlez de services publics type service des eaux, énergie. Aujourd'hui, généralement, c'est des organismes qui sont OIV. Donc, il y a déjà des exigences qui sont assez fortes là-dessus. Donc, sur cet aspect GDPR, je pense que c'est juste un prolongement et je ne pense pas qu'il y ait de gros impacts. En tout cas, sur les parties briques techniques, normalement, si on parle d'un OIV, les équipements qu'on a cités, finalement, ils sont déjà présents. Je ne sais pas si vous avez, si vous posez la question, vous avez peut-être eu déjà des informations de ce type-là, comme quoi il y aura un délai supplémentaire. Moi, j'ai rien vu et on ne m'en a pas parlé. Alors, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas.
On peut aussi échanger, par mail ou téléphone. On peut prévoir, pour certains, si vous avez d'autres questions qui arrivent après, on peut éventuellement prévoir une autre session plus personnalisée pour échanger dessus. Il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose d'en arrêter là. Merci à tous pour votre attention. De toute manière, ces WebEx, c'est quelque chose qu'on déroule de manière régulière. Donc on vous préviendra pour la prochaine, qui devrait arriver avant l'été, je pense. Et dès qu'on aura le thème, on vous le communiquera et on vous invitera, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à tous pour votre attention, bonne journée, à bientôt, au revoir.